Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire maritime, assez incroyable et plutôt trouble. Oui, celle des survivants du HMS Wager. Exactement. Ce navire de guerre britannique qui s'est échoué en Patagonie en 1741. Imaginez un peu, hein, des hommes qui réapparaissent des mois, voire des années plus tard. Mais avec des récits complètement contradictoires. C'est ça. Certains sont vus comme des héros, d'autres comme des mutins. Alors, notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler un peu ce qui a pu se passer. On va s'appuyer notamment sur le livre Les naufragés du Wager de David Gran. Il a fait un travail colossal en compilant en journaux de bord lettres témoignages de l'époque. Une base solide. Ouais. Et il faut rappeler que le Wager, il faisait partie d'une mission secrète, commandée par George Hanson. L'idée, c'était d'attaquer les Espagnols dans le Pacifique, de capturer un galion plein de richesses. Un galion, c'est ces grands navires marchands espagnols, souvent chargés d'or, c'est ça, hein? Tout à fait. Sauf que, la mission a viré au cauchemar bien avant d'atteindre la cible. Oui, et c'est important de comprendre le contexte. La marine britannique de l'époque, des navires en bois magnifiques certes, mais super fragiles. Vulnérable au verre, à la pourriture, aux tempêtes, le Wager lui-même, c'était un ancien navire marchand, pas très maniable, euh, intégré un peu à la va-vite dans la flotte, pas l'idéal pour les mers du Sud. Et les équipages, j'imagine que ce n'était pas simple de les composer. Ah non, c'était très difficile. Il y avait la presse, le recrutement forcé, qui était assez courante, donc on avait un mélange de volontaires, oui, mais aussi des hommes moins expérimentés, parfois même sortis des hôpitaux ou des prisons. Un mélange hétéroclite, quoi. Exactement. Et à bord, la promiscuité, le manque d'hygiène, c'était un bouillon de culture pour les épidémies. Le typhus a fait des ravages avant même le départ. Et puis il y avait le scorbut. Ah oui, le fameux scorbut, le manque de vitamine C. On ne savait pas d'où ça venait à l'époque, hein. Non, pas exactement. Et les symptômes étaient euh, effroyables. Peau qui noircit, les gencives qui pourrissent, les dents qui tombent, même de vieilles blessures qui se rouvraient. L'horreur. On imagine la traversée. Surtout le passage du Cap Horn. L'enfer absolu, non? Apocalyptique, c'est le mot. Des tempêtes d'une violence inouïe, un froid glacial et la maladie qui fauchait des hommes tous les jours. Et c'est là que le Wager, commandé par ce capitaine David Cheap, décrit comme ambitieux mais peut-être un peu trop rigide. Se retrouve séparé du reste de l'escadre d'Hanson. Et il finit par s'échouer. Mai 1741, dans le golfo de Penas. Et peine, un nom presque prémonitoire. Tout à fait. Et là commence une autre épreuve, la survie sur cette île, qu'ils vont baptiser île Wager. Désolé, hostile, j'imagine le froid, l'humidité, la faim. Oui, la faim constante. Ils essaient de récupérer ce qu'ils peuvent sur l'épave, de s'organiser un minimum. Mais très vite, l'ordre naval, si strict en mer, commence à se fissurer sérieusement sous la pression. C'est là que les tensions montent et que deux groupes se forment, c'est ça? Exactement. D'un côté, le capitaine Chip, qui est blessé d'ailleurs, mais qui veut maintenir la discipline militaire coûte que coûte. Et de l'autre. De l'autre, John Bulkeley, le canonnier. Lui semble plus pragmatique, peut-être plus proche des hommes, de leurs besoins immédiats. Et la situation dégénère, forcément. Les rations diminuent. La faim devient obsédante. On raconte même qu'ils ont fini par manger le chien de John Byron, un jeune aspirant qui sera le grand-père du poète Lord Byron d'ailleurs. Incroyable. Et le point de rupture, le vrai, ça semble être ce moment terrible où le capitaine Chip, il tire sur un de ses officiers, non? Oui, sur un jeune enseigne, Henry Cousins. Suite à une dispute, dont les motifs exacts sont d'ailleurs contestés dans les différents récits, Chip lui tire dessus, à bout portant, le blessant mortellement à la joue. Un acte d'une violence. Terrible. Ça a dû sceller la division. Complètement. Après ça, la majorité de l'équipage, menée par Bulkeley, refuse de suivre Chip. Ils ont un autre plan. Lequel? Modifier une grande chaloupe récupérée de l'épave. Une sorte de grand canot qu'ils vont renforcer, améliorer, et qu'ils appelleront le Speedwell. Leur idée, c'est de tenter de rejoindre le Brésil. Le Brésil. Oui, Mais c'est à des milliers de kilomètres. oui, en passant par le sud, par le détroit de Magellan. Un pari fou. Alors que Chip, lui, veut toujours aller vers le nord pour retrouver Hanson. C'est ça. Il s'accroche à la mission initiale. Du coup, Bulkeley et ses hommes prennent une décision radicale. Ils arrêtent Chip. Il l'arrête. Mais c'est une mutinerie, clairement. Comment ils justifient ça? Eh bien, dans son journal, Bulkeley le présente comme inapte, dangereux, ayant perdu la raison. Il se voit comme celui qui prend ses responsabilités face à un chef devenu tyrannique ou fou. Évidemment,
Chip et ses partisans auront une version très différente. Donc, une partie de l'équipage, 91 hommes, part vers le sud sur ce speedwell et un petit canot. J'imagine le voyage, un enfer. Le canot est perdu avec tous ces hommes. Les conditions sont atroces. Bulkley doit même prendre la décision terrible d'abandonner une partie des hommes sur la côte pour avoir une chance de sauver les autres. Mon Dieu. Mais contre toute attente, après des mois de navigation, de pertes humaines effroyables, une trentaine d'hommes arrivent miraculeusement au Brésil. Un exploit de survie incroyable. Et pendant ce temps, Chip, Byron et les autres se restaient sur l'île. Eux, une vingtaine, ils essayent aussi de partir, mais vers le nord, avec une autre embarcation. Mais ça échoue aussi. Ils finissent par être aidés par des indigènes, les Chonos. Un peuple côtier de la région. Oui, qui les aident un temps avant qu'ils ne soient finalement capturés par les Espagnols au Chili. Ils vont y passer des années en captivité. Donc, quand ils rentrent enfin en Angleterre, c'est bien après Bulkley et ses hommes, beaucoup plus tard. Et là, évidemment, la confrontation est inévitable. Bulkley a déjà publié son journal, sa version des faits, pour se défendre des accusations de mutinerie qui pèsent sur lui. Une cour martiale est convoquée, j'imagine. Oui, mais alors là, c'est assez surprenant. La cour martiale se concentre presque uniquement sur les causes techniques du naufrage, la navigation, la tempête. Et elle conclut. Elle acquitte tout le monde sur ce point précis. Mais le plus étonnant, c'est que les accusations très graves, mutinerie, meurtre pour Cosenz, désertion, sont quasiment passées sous silence. Comment c'est possible? Pourquoi étouffer une affaire pareille? Mais c'est probablement une décision politique, de la réelle politique pure. Il faut voir que le commodore Hanson, le chef de l'expédition initiale, Oui. lui, il est rentré en Angleterre en héros national. Il a fini par capturer le fameux galion espagnol. C'était un triomphe pour la Navy, pour l'Angleterre. D'accord. Et un scandale sur le Wager aurait tout gâché. Exactement. Un procès retentissant pour mutinerie, meurtre. Ça aurait terni cette victoire, ça aurait fait très mauvais genre. Donc, il semblerait que l'amirauté ait préféré, disons, calmer le jeu, protéger sa réputation et celle d'Anson. La vérité des faits, la justice pour les hommes, ça passe au second plan. Voilà. C'est souvent comme ça dans ces grandes affaires d'État. C'est une histoire de survie absolument incroyable, mais c'est aussi une plongée terrifiante dans le chaos. Les limites entre l'ordre et la tyrannie, la loyauté et la trahison, tout devient flou. Complètement flou. Ça nous rappelle la brutalité extrême de la vie en mer au XVIIIe siècle. Les conditions épouvantables, et puis ces dilemmes moraux insolubles auxquels ces hommes ont été confrontés, loin de tout. Et ces récits contradictoires, ça pose une vraie question sur la vérité historique, non? Ah oui, absolument. Comment reconstituer ce qui s'est vraiment passé quand on a des témoignages si divergents, marqués par le traumatisme, par le besoin de se justifier? Où est la vérité? Peut-on seulement l'atteindre? Une question qui dépasse largement cette seule histoire de naufrage. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette affaire fascinante. Merci à vous.